suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle Université de la vie. D'autant plus heureuse que pour beaucoup d'entre nous, nous pouvons enfin nous retrouver en présence réelle dans de nombreuses salles publiques. Bienvenue à tous, participants de France mais aussi de l'étranger. Alors nous sommes ensemble pour 4 soirées et cette année, c'est avec l'angle de la réalité que nous allons éclairer nos 4 séquences de formation. Vivons-nous en réalité, vaste question qu'on peut entendre de multiples façons. Vivons-nous dans la réalité? Vivons-nous pleinement? Je pense que nous faisons tous ce constat, la société est de plus en plus fragmentée, comme si nous ne vivions plus tous dans la même réalité. Chaque petit archipel défend ses besoins, les besoins de sa communauté, se crée son propre univers, parfois en dépit des autres et surtout en dépit d'un projet ou d'un idéal commun. De nouvelles lois semblent comme déconnectées de la réalité, en particulier de la réalité de notre condition humaine. Cette période de la modernité, voire de la post-modernité, comme l'appellent déjà certains observateurs, est celle de l'effacement et du déni du réel. Des décennies de déconstruction nous ont conduit ici, déconstruction du langage par exemple. Et je crois que beaucoup de souffrances sont fabriquées de toutes pièces par ce déni du réel et par ce besoin de l'homme moderne d'assouvir ses désirs de toute puissance et de domination. Aujourd'hui, nous en payons le prix, non seulement dans les dégâts causés sur la nature, mais aussi sur ceux portés à la nature humaine. Et puis d'autres souffrances, bien réelles, sont tues ou camouflées. C'est pourquoi notre monde est à consoler. Et bien souvent, nous voyons que l'ignorance, la maltraitance ou la déconstruction du réel n'ont qu'un temps, parfois très, voire trop long. Mais ça ne tient pas. Le réel, c'est ce qui nous résiste. Réalité vient du mot res, chose, et c'est donc la même étymologie que résistance. Nous voulons tout le temps défier certaines lois, comme celle de la nature, quitte même à la faire plier, à la faire souffrir. Et la prise de conscience écologique nous l'a bien fait comprendre. Le réel, donc, c'est ce qui nous résiste. Et puisqu'il nous résiste, il revient, il reste. On peut dire même que le réel revient toujours, évidemment, à plus ou moins long terme. C'est pourquoi, malgré sa grande complexité, la réalité est à écouter. Et nous réfléchirons ensemble sur quel pilier solide, sur quelle fondation construire notre société. La mort, le temps, le corps, l'amour. Enfin, nous regarderons quelles solutions s'offrent à nous dans un monde qui devient de plus en plus virtuel pour tisser un futur plus juste et plus fraternel. Nous aborderons donc l'écologie humaine. La réalité se reçoit, se nourrit, se découvre, et pour œuvrer à devenir ce que l'on est, pour vivre en réalité, le chemin n'est pas tout tracé. Et apprendre à écouter peut bien sûr nous y aider. Il y a un domaine où la consolation est particulièrement nécessaire, c'est celui de l'accueil de notre finitude et l'accompagnement de fin de vie. Et nous allons donc continuer avec un enseignement de Tugdual Derville. Il est porte-parole d'Alliance Vita et fondateur de l'association À Bras Ouverts. Place maintenant à Tugdual Derville qui va nous inviter à penser et à penser, ENS et ANS, la mort et la fin de vie dans leur réalité. Il va nous proposer 3 constats sur l'accompagnement en fin de vie. Tugdual Derville. L'homme s'identifie depuis des millénaires comme un mortel, c'est-à-dire le seul être vivant qui sait qu'il va mourir. Tous nous avons appris depuis l'enfance à penser la mort, en voyant des cadavres d'animaux, ou en étant endeuillés par la perte d'animaux familiers. Vers 3-4 ans, les enfants posent des questions sur la mort. Certains ont l'expérience plus ou moins traumatisante de la mort de proches. Nous avons ainsi tous une histoire intime avec la mort, où cohabite une certaine expérience, unique pour chaque personne, mais aussi une inexpérience flagrante, puisque personne parmi nous n'est déjà mort. Cette conscience de notre finitude se révèle un formidable booster de vie, pour 2 raisons. D'abord, le temps nous est compté, il y a urgence à vivre bien. Ensuite, nous sommes devant un destin commun. Donc cette mort qui nous pousse à vivre nous relie aussi les uns aux autres. Elle s'intègre au cycle de vie,
Elle permet de faire place aux générations nouvelles. Le fantasme transhumaniste de l'immortalité pose à cet égard des questions insondables. Qu'adviendrait-il si les générations s'accumulaient au lieu de se succéder? Vu sous cet angle, la mort devient une réalité nécessaire. Elle permet le renouvellement et favorise l'innovation, car les générations humaines se suivent et ne se ressemblent pas, contrairement aux générations d'animaux. Il faut donc faire confiance à l'humanité future pour prendre le relais et répondre aux défis de son temps. La portée de la mort change bien entendu selon qu'on pense que la mort est la fin de notre existence ou le passage vers une suite. Mourir devient moins scandaleux si c'est comme une nouvelle naissance. J'espère que la comparaison ne vous choquera pas, mais j'ai retrouvé dans certains services de soins palliatifs une atmosphère qui s'apparente à certains égards à celle d'une maternité. Un événement intime, unique et personnel se prépare et advient pour quelqu'un. Il inscrit cette personne dans l'histoire. Cet événement inéluctable, unique et nouveau concerne le cercle de ses proches qui le commentent avec intensité, émotion, douleur et ferveur. Événements privés par excellence, mort et naissance se célèbrent toutes deux et prennent place dans la vie publique. L'interdit de tuer jaillit de la conscience que la mort est irréversible. Emmanuel Lévinas soulignait l'humanité de l'interdit de tuer à partir des caractéristiques de notre visage, reflet de notre dignité. Pour Lévinas, le visage est ce qui interdit de tuer. Cet interdit fondateur est la condition première de la vie en société, de la paix sociale. Il est inscrit dans la conscience morale de tout être humain, si cette conscience est correctement éclairée. Ce genre d'interdit ne souffre aucune exception. Comme en matière de peine de mort, une seule exception ruinerait la règle. On n'imagine pas un pays affirmant avoir aboli la peine de mort, sauf exception pour tel ou tel crime abominable. Le raisonnement est a fortiori transposable à la prévention du suicide et de l'euthanasie. La mort est pour tous la seule réalité à venir qui soit certaine, puisque nous allons tous mourir. Mais cette réalité certaine est en même temps imprévisible, puisque nul ne sait ni le jour ni l'heure. Cette imprévisibilité est un élément majeur à préserver. La mort est une voleuse de vie, trop radicale pour que nous en fassions complices. Qu'elle arrive à son heure est inéluctable, mais s'octroyer le pouvoir de priver une personne de son reste à vivre est exorbitant. C'est toujours une transgression. Nous sommes donc appelés, pour nous-mêmes et aussi pour nos proches, à consentir à cette imprévisible de la mort. Dans une société qui nous fait injonction de réussir nos projets, la mort déjoue l'air ambiant en nous forçant à consentir au réel sans prétendre tout prévoir, tout contrôler. C'est plus difficile pour ceux qui n'aiment pas lâcher prise, se laisser faire, s'abandonner, se montrer faible. Je me souviens d'un échange avec Noël Châtelet, fille de Mireille Jospin et sœur de Lionel. Leur mère s'était suicidée avant d'être atteinte par les maux du grand âge. Dans un débat qui nous opposait, Noël Châtelet affirmait qu'en mettant fin à ses jours, sa mère lui avait donné une leçon de force. Je n'ai pas nié l'hommage qu'une fille rendait à sa mère, mais j'ai pu affirmer qu'en mourant après de longs mois de dépendance, mon père nous avait donné une leçon de faiblesse, que je crois extrêmement précieuse, vitale même. À Alliance Vita, nous avons enquêté sur la mort avec le souci de penser, avec les deux orthographes, la fin de vie. Pour notre enquête de rue Parlons la mort, nous avons posé une question à des passants. Qu'est-ce que la mort d'un proche vous a appris de la vie? Cette question a ouvert des milliers de conversations fraternelles. Nous avions lancé cette campagne conscients que le silence sur la mort et le deuil nous ampute de force de vie et de solidarité. Au contraire, échanger sur ce sujet, peut-être en compensation de rites de deuil de plus en plus escamotés, nous ouvre à la fraternité universelle, tout en nous réconciliant avec notre finitude. Les messages recueillis pour cette enquête sont souvent des leçons de sagesse. Par exemple, ne pas attendre le dernier moment pour se dire qu'on s'aime. Ou encore, avec la mort de telle personne, j'ai compris la valeur des larmes. J'en tire personnellement une précieuse maxime qui se vérifie souvent au chevet d'une personne en fin de vie. Joie et épreuve sont compatibles. Avant le consentement à la mort proprement dite, il y a le consentement à cette forme de vie particulière qui précède la mort et qui est d'une densité émotionnelle, relationnelle, familiale, spirituelle extraordinaire. Encore faut-il, dans les contraintes inhérentes à nos vies, être en mesure de s'offrir ces moments
et les partager avec d'autres. Nous avons aussi enquêté à propos de la mort de proches sur ce qui s'était bien passé et mal passé. Ce retour d'expérience recueilli dans la rue, puis au sein même de nos équipes, avait un objectif, revenir au réel. Nous avons maintes fois constaté que le débat sur la fin de vie était comme idéologisé et perdait le contact avec la réalité. En réalité, donc, les choses se passent bien quand les personnes sont correctement soulagées et correctement accompagnées. Et elles se passent mal quand elles sont mal soulagées et mal accompagnées. Ce sont presque des lapalissades, mais c'est ce fossé entre ces besoins essentiels et la réalité qui génère bien des traumatismes sur lesquels s'appuie la revendication euthanasique. Par ailleurs, on ne peut que se désoler, a posteriori, que la gestion chaotique de la pandémie ait pu produire de grands malheurs et des deuils très difficiles pour des personnes qu'on a cru devoir priver de toute présence auprès de leurs proches. Face aux situations de fin de vie, il est donc essentiel d'opter pour l'implication tout en renonçant à la maîtrise totale. S'impliquer exige ainsi d'assumer la complexité inhérente à la fin de vie. Or, la focalisation du débat sur l'euthanasie ou le suicide assisté ne rend pas compte de la multiplicité des questions qui se posent lorsqu'une personne gravement malade s'approche de la mort. Comment soulager ses douleurs? Comment accompagner ses souffrances morales? Où doit-elle être hébergée? Comment se relayer auprès d'elle? Comment respecter sa pudeur, ses désirs? Comment rendre compatible cette présence avec un métier, des enfants, d'autres contraintes? Quel système de suivi sanitaire privilégier? Quel matériel louer ou acheter? Comment assurer ses repas et les nuits? Comment soutenir l'aidant de proximité, éviter qu'il ne décompense et devienne maltraitant? Peut-on le forcer à se reposer? Comment se coordonner au sein d'une famille sans se concurrencer? Quelles nouvelles donner à l'extérieur? Et comment régler les questions financières? L'enjeu des soins palliatifs, à domicile ou à l'hôpital, en service dédié ou mobile, est un sujet de plus. On ne répond pas à ces questions une fois pour toutes, mais au jour le jour, au milieu d'un stress indéniable, voire d'une confusion qui nécessite souvent d'être accompagnée. Voilà la réalité. La demande sociale d'euthanasie est en réalité extrêmement marginale. Un travail participatif réalisé dans l'espace éthique de Picardie sur le maintien à domicile des personnes en fin de vie l'a confirmé. L'attrait de l'aide à mourir n'est évoqué que dans 3 des 1500 verbatims décrivant les problématiques affrontées. Il suffit aussi de regarder les enquêtes sur les priorités des Français pour mesurer le décalage entre le discours public et la réalité. Par exemple, dans l'enquête BVA réalisée en vue de l'élection présidentielle de 2022 sur les priorités des Français, il y en avait 22 proposées, 0% des sondés classent l'euthanasie dans leurs priorités. J'en viens à 3 constats concernant la fin de vie à intégrer pour l'accompagner. Premier constat, la mort nous appelle à la solidarité, car elle a toujours sa part dramatique et souvent quelque chose de scandaleux. Elle fait de la peine à ceux qui restent, et quand la mort de quelqu'un ne fait de peine à personne, on peut s'en désoler. C'est que la mort sociale avait précédé le décès. D'où notre engagement pour que chacun compte toujours pour quelqu'un. C'est un élément clé de la prévention du suicide. Exclure de cette prévention une personne ou une catégorie de personnes, par exemple ceux qui portent telle ou telle grave maladie, c'est une façon de nier leur humanité, leur valeur et leur vie. Même chose pour l'euthanasie. La réalité de la fin de vie et de la mort sont un appel à l'action. Présence, soins et aide avant, présence, condoléances et consolation après. Toute fin de vie, toute mort nous incite à nous relier, à faire preuve de solidarité. Les rites de deuil, avec la conscience de la mort, sont une autre façon de définir l'humanité. L'être humain est le vivant qui honore sa dépouille mortelle, en principe même celle de ses ennemis. La mort provoque un respect sacré pour celui qui n'est plus, dont on ne dira en principe que du bien pendant un certain moment. Second constat, la mort est un objet de peur et de déni. Vous connaissez la formule de La Rochefoucauld, le soleil ni la mort ne peuvent se regarder fixement. Nous avons beau être conscients que mourir est notre destin, nous vivons souvent comme si nous ne mourrions jamais. C'est notre façon d'exorciser cet événement, mais aussi de manifester notre attachement à la vie. Mais le risque serait de perdre en sagesse. Confucius, il y a 2500 ans, affirmait que l'homme avait 2 vies, la seconde commençant quand il avait réalisé qu'il n'en avait qu'une.
Et effectivement, bien des personnes changent de vie après avoir frôlé la mort. Ils modifient leurs priorités, accordent plus de prix à ce qui est bienfaisant, goûtent les relations. Viktor Frankl affirmait, dans le même esprit, qu'il faudrait vivre comme si c'était la seconde fois, car on connaîtrait désormais le prix de la vie. On lui donnerait davantage de sens. Troisième constat, la socialisation de la mort donne son sens à la vie. Le même Viktor Frankl, fondateur de la logothérapie, avait constaté que la façon la plus ultime et sublime de donner un sens à sa vie était de vivre dignement les souffrances inévitables. Notez qu'il dit souffrance inévitable, ce qui exclut tout dolorisme. Bien des personnes semblent en effet vivre plus pleinement devant témoins dans les temps ultimes de leur existence. La fin de vie, quand il n'est plus possible de faire comme si on ne mourrait jamais, devient un moment d'une densité extraordinaire, de relations vraies, faites de déclarations d'amour, de tendresse, de pardon. Damien Leguet insiste dans son essai intitulé « Le fin mot de la vie » sur l'importance à ce moment-là des paroles échangées. Il se dit préoccupé par l'idée qu'une bonne mort serait une mort endormie, inconsciente, et affirme « Nombreux sont les adieux qui font défaut ». Ceux qui partent ont quelque chose à transmettre et ceux qui restent ont quelque chose à en recevoir. Même les moments de communication non verbale, voire d'inconscience d'un patient, à la fois éprouvants et mystérieux, peuvent se révéler féconds pour la vie de ceux qui restent. En conclusion, je me permets d'interroger l'expression qui s'est paradoxalement répandue dans le débat sur la fin de vie, le mal mourir. En France, on mourrait mal, parfois de plus en plus mal. Est-ce la réalité ? Certes, il y a encore trop de personnes mal soignées, mal soulagées et surtout mal entourées et accompagnées. Mais avec les immenses progrès des soins antidouleurs et le développement des soins palliatifs, nous devrions avoir les moyens d'accompagner chacun dignement. Je crains qu'il ne faille chercher la raison de l'idée d'un mal mourir en deux directions qui ne nous honorent pas. D'abord l'individualisme, qui nous prescrit de ne pas nous déranger pour autrui ou de ne pas déranger autrui. Ensuite, la perte de confiance dans notre capacité de mourir de mort naturelle. Il paraît que Françoise Dolto rassurait des enfants malades proches de leur mort en leur disant « Ne vous inquiétez pas, on meurt quand on a fini de vivre ». J'ai vu mourir un proche. Et je dois dire que cela m'a rassuré sur ma propre capacité à mourir le moment venu. Il n'y a pas d'un côté la volonté qui voudrait mourir et de l'autre le corps qui s'y refuserait. Il y a un combat entre la vie et la mort et à un moment donné, le corps et l'esprit lâchent ensemble. Ce moment, les études l'ont montré, intervient par surprise, mais pas forcément par hasard. On meurt davantage après la fête de sa religion, après avoir revu un proche qu'on attendait, ou quand on a été rassuré sur un point ou l'autre qui nous préoccupait. Certains patients profitent de la pause café d'un conjoint qui ne lâchait pas leurs mains pour partir en douce, pudiquement. Le piège de l'idéalisation de la mort, maîtrisée mais violente, par euthanasie ou suicide assisté, mérite d'être déjoué. Le consentement à mourir intervient plus qu'on ne le croit dans la mort naturelle. Quant à notre individualisme qui fait le lit de l'euthanasie et du suicide assisté, c'est à nous de le contrer en nous montrant solidaires des plus fragiles. Penser la fin de vie, c'est passer d'un monde d'objets qu'on possède à un monde de relations dont on prend soin. Je vous remercie. Place maintenant à l'enseignement de Clotilde Vitran. Clotilde est infirmière depuis plus de 10 ans. Elle est aussi diplômée en éthique. Elle a travaillé en gériatrie, en soins palliatifs et en cancérologie. Elle a été également bénévole auprès de personnes polyhandicapées. Clotilde a donc une expérience de la réalité du terrain et des problématiques croissantes qui touchent les soignants et le monde médical en général. Elle va nous parler des difficultés que traverse ce secteur et nous faire plonger au cœur du soignant. Depuis 2020 et donc depuis sa création, elle est écoutante et responsable du service d'écoute Tadeo pour les professionnels de santé. Je vous propose de découvrir ce service Tadeo en images. Et à l'issue de son enseignement, Clotilde nous a proposé un petit clip qui s'appelle « Infirmière » avec la voix d'Amir.
Si l'on relève quelques titres d'articles de journaux ces derniers mois, sur la réalité hospitalière en France, les mots sont éloquents et parlent d'eux-mêmes. Déserts médicaux, pénurie, démission, burn-out, on ne soigne plus, on survole. L'état des soignants s'est aggravé. La blouse blanche des soignants n'est pas une cape de super-héros. 3 professionnels de santé se suicideraient tous les 2 jours. Un interne se donne la mort tous les 18 jours. 1000 postes d'infirmières vacants et 18% de lits fermés. Tous ces titres traduisent l'existence d'une crise bien réelle et concrète de l'hôpital qu'on ne peut pas laisser sous silence. Cette crise concerne des personnes humaines, hommes et femmes, dont le métier est de soigner. Ces derniers souffrent et sont une catégorie de personnes à écouter, consoler, accompagner et soutenir. À Tadeo, nous entendons entre autres des soignants qui se sont laissés prendre dans le cercle vicieux du surmenage et qui ont mis en péril leur santé physique et mentale. Je pense à cette infirmière qui se retrouve avec plus de 90 heures de temps de travail supplémentaire. Elle nous explique combien elle ne supportait pas de laisser derrière elle des patients en souffrance avec des soins non faits, dont les soins d'hygiène entre autres. Elle a dépassé ses limites et s'est usée par un très beau dévouement, mais ce qui l'a conduite à un burn-out. Elle a dû se faire aider pour retrouver un équilibre plus sain entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Je pense aussi à ce médecin qui, en raison de l'arrêt maladie d'un confrère, assurait un double poste. Il travaillait sans arrêt, n'avait plus de temps pour voir sa famille, ses amis, et avait même plus le temps de prendre des temps de vacances. Il en a perdu sa santé. Je pense aussi à ce psychiatre qui a ressenti le besoin de se confier à nous sur l'éprouvant accompagnement des parents ayant perdu un enfant. Mettre des limites, instaurer un équilibre, écouter ses besoins et les connaître, accepter son impuissance face à certaines situations, cela est indispensable, mais certains soignants ne s'autorisent pas toujours à le faire. Accepter de toucher du doigt son humanité et ne pas la laisser de côté, voilà ce qui est parfois difficile pour les soignants. Il y a une consistance humaine du métier de soignant qui est bien réelle. On n'imagine pas comme ce métier est d'une richesse incroyable. En tant que soignant, on assiste à des situations humaines complexes. L'annonce d'un diagnostic, on va assister à l'agonie d'un patient, au décès d'un de nos patients, à une réconciliation. On est parfois témoin du cheminement d'une personne. On va se réjouir d'un patient qui parvient enfin à accepter sa maladie. On va en une même journée recevoir la colère de l'un, la joie de l'autre, le désespoir, l'espoir, l'amour et parfois le témoignage de la fidélité d'un couple dont l'un est malade. On est au cœur du mystère de la vie. Quel est le soignant qui n'est jamais rentré le soir chez lui, ému par un patient dont la situation lui a touché le cœur ? Parfois, c'est au vestiaire que le soignant va repenser à sa journée, et il gamberge, rumine sur ce qu'il vient de vivre, et c'est là, parfois, qu'il laisse enfin comme émerger la partie cachée de l'iceberg, les émotions. Les soignants gardent souvent pudiquement ces accompagnements qui les ont marqués. Ces histoires qui laissent des larmes, parfois un sentiment de culpabilité, un sentiment d'impuissance, un cas de conscience, ai-je bien fait ou que dois-je faire, ou bien un accompagnement qui fait grandir, qui interroge le soignant sur le sens de la vie, qui émerveille ou qui parfois révolte profondément. Je vais ici vous parler de Thomas. Thomas est médecin en milieu hospitalier et il appelle Tadeo pour nous raconter une de ses nuits de garde où, après avoir géré 2 réanimations en 1 heure, il a perdu ses 2 patients. Cela m'a vraiment atteint, même si je ne savais pas précisément pourquoi. Devant mes collègues, j'ai continué à faire bonne figure et à sourire jusqu'au moment où je suis rentrée chez moi, au petit matin, et je me suis littéralement effondrée. Heureusement, j'ai eu la chance d'avoir un bon ami à qui j'ai pu me confier le lendemain. J'ai pu vider mon sac et cela m'a fait du bien. Thomas nous confie qu'il est difficile d'exprimer parfois ses émotions dans le cadre professionnel, que c'est assez normal de fait, car si il pleurait à chacun de ses décès, il ne pourrait pas durer longtemps comme soignant. Cependant, il ne faut pas nier que le métier du soin est un métier qui est parfois cruel, rude.
On voit en tant que soignants passer devant nos yeux bien des misères et en même temps, les gens nous demandent en tant que soignants de garder la tête froide et c'est difficile parfois. Nous ne sommes pas, nous soignants, des exécutants privés de cœur et d'émotion. Cette parole de Thomas est forte et résonne avec cette parole donnée également par un infirmier en soins palliatifs et qui dit ceci. « Moi, je suis de cette catégorie de personnes à laquelle on ne demande pas comment s'est passée sa journée de travail. Où le soignant peut-il trouver un lieu neutre où il va pouvoir venir se décharger et déposer tout ce qui a été lourd durant la journée. Il est difficile pour les soignants de partager avec d'autres sur ce qu'ils ont vécu. Chaque soignant porte au fond de lui le souvenir de tel ou tel patient qu'il a soigné ou accompagné jusqu'à la mort. La mort, sujet sensible pour les soignants. Une chaîne YouTube laisse la parole à des cardiologues. L'un d'eux dit ceci. On se doit d'être solide, fort. Notre métier est plus qu'un métier, c'est un état, une vocation. Un peu comme les militaires, on revient à la maison comme on reviendrait de la guerre, en gagnant ou en perdant. Un autre cardiologue nous dit ceci. Je me sens responsable de mon patient, de son arrivée dans le service à sa mort. Je veux l'accompagner jusqu'au bout, être là jusqu'au bout. Ce qui me sauve, c'est la parole. J'ai besoin de m'exprimer, de parler, de raconter. Je crois profondément que la parole libère. À Tadeo, nous faisons l'expérience qu'en effet, la parole libère. Voici quelques verbatims de soignants que nous avons recueillis suite à des écoutes vécues dans notre service. Il y a ce verbatim de William, infirmier. « Déposer mes peurs m'a aidé à retrouver ma posture de soignant. » Ou ce verbatim de Séverine, sage-femme. « Je suis soulagée d'avoir pu parler, j'y vois maintenant plus clair. Je vois mieux mes propres limites et ce que je peux mettre en place. » Enfin, le verbatim de Pierre, médecin, qui nous dit « J'ai apprécié de parler avec quelqu'un qui m'écoute sans me juger. » Être écouté est donc essentiel pour le soignant confronté quotidiennement à des situations d'urgence où vie et mort sont en jeu. Dernièrement, un avis du CCNE, Comité consultatif national d'éthique, a alerté sur la crise profonde qui traverse les métiers du soin. Cette crise est essentiellement une crise du sens et de l'écoute. Il est urgent de redonner du sens à la relation de soins et de la valeur au métier du soin. Selon le CCNE, une rénovation profonde des métiers du soin est nécessaire pour passer d'un système de santé trop basé sur la production de soins où technique et progrès de la science priment à un système de santé qui remette au centre l'éthique et la considération de la personne humaine. Le CCNE continue et insiste sur l'importance de créer des conditions de bien-être au travail. Le temps des soignants croise de moins en moins le temps des malades par manque d'effectifs, surcharge de travail, ce qui engendre comme une méfiance du patient vis-à-vis du soignant. Va-t-il vraiment prendre soin de moi? Ne va-t-il pas s'acharner, m'abandonner? Va-t-il me dire toute la vérité? La relation de soins se dégrade. Aussi, il y a vraiment un besoin urgent de restaurer la relation d'alliance, de confiance entre soignants et soignés. Et il est aussi urgent d'écouter les soignants en prenant en compte leurs paroles. À Tadeo, nous voyons combien les soignants se sentent trop souvent isolés, en difficulté, en situation de dilemme éthique. Une souffrance éthique des soignants existe réellement et il est essentiel de l'écouter et de l'accompagner. Chacun de nous, nous avons une histoire avec un soignant, histoire positive ou négative. Prenons le temps de regarder ces soignants qui nous entourent, amis, frères ou sœurs, cousins, la pharmacienne du coin de la rue, notre psychologue ou bien notre kiné, la personne en blouse blanche qui nous a un jour ou l'autre permis d'être soignés. Ces soignants, ils sont là, quand la gravité de la vie sonne en ces heures les plus sombres. Parfois, ils défaillent et se trompent, ne comprennent pas ou n'écoutent pas assez. Cependant, parce qu'un soignant n'est pas un surhomme ni un héros, parce qu'un soignant est un homme comme vous et moi, parce qu'un soignant est impuissant face à certaines situations, parce qu'il n'est pas Dieu, parce qu'il soigne, soulage et ne donne pas la mort, parce qu'il est là présent à toute heure du jour et de la nuit,
Voilà pourquoi il doit être applaudi. Non seulement pour sa bravoure lors de l'épidémie de la Covid-19, mais parce que son métier de soignant est une vocation, noble et belle. Alors, espérons que l'alerte lancée par le CCNE sera bien entendue par notre gouvernement, pour que sens et valeur soient redonnés au métier du soin et que les soignants puissent avoir des conditions de travail dignes pour pouvoir rester gardiens et artisans de vie. Je vous remercie. Sophie Druhen, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes infirmière dans une maison de soins palliatifs depuis plus de 4 ans. Comment est née votre vocation ? Déjà, ma vocation d'infirmière était de vouloir me rendre utile auprès de personnes qui souffrent. J'ai commencé par travailler 4 ans dans un service d'oncologie. Et dans ce métier, j'aime beaucoup la dimension technique, mais plus encore, j'aime la dimension relationnelle. Et je savais que dans un service de soins palliatifs, cette dimension relationnelle prendrait une importance encore plus grande qu'ailleurs. Et donc, voilà, au fur et à mesure des années, de mes années dans ce service d'oncologie, a grandi en moi ce désir de m'orienter vraiment vers les soins palliatifs pour pouvoir prendre le temps de prendre soin des patients. Je voyais à quel point je me sentais heureuse quand j'avais pu prendre le temps de laver les cheveux d'un patient, de lui soigner son dentier, ce que dans un service courant de chirurgie, de médecine, on a peu le temps de faire. Et donc, voilà, ma décision a été prise de m'orienter vers un service de soins palliatifs, où là, on prend vraiment le temps de prendre soin des patients et d'aller jusqu'à ce petit détail de coiffer les cheveux, voir les tresser, de prendre soin de la bouche, qui est ce lieu où vraiment on voit bien que quand on a une bouche propre et saine, on se sent bien et ça fait partie du cœur de mon métier en soins palliatifs, d'aller jusque dans ce petit détail du bien-être, du soin, qui en fait n'est pas qu'un détail. On le découvre, tout ce qu'on fait apporte un bien-être non négligeable aux patients et ça, c'est notre métier, ce bien-être. Vous évoquez le fait de prendre le temps. Est-ce qu'il y a d'autres aspects qui permettent d'humaniser les soins ? Justement, cette disponibilité de temps et donc d'esprit nous permet aussi de faire attention à la personne dans toute sa globalité, dans toutes ses dimensions, dans tous ses aspects. C'est vrai qu'on a un système de santé aujourd'hui qui a tendance à saucissonner la personne par toutes les spécialités. On va s'occuper d'un aspect de la personne. Et l'esprit des soins palliatifs, c'est vraiment de prendre le patient dans toute sa globalité, de faire attention à tous les aspects, toutes les dimensions de son existence. Quand un patient arrive et qu'on fait son entretien d'accueil, on va lui poser des questions sur tout, sur l'histoire de sa maladie, mais sur son histoire à lui surtout, de sa famille, son métier. Et une collègue me racontait que récemment un patient avait dit « J'ai été très surpris qu'on me demande quel avait été mon métier ». Et bien pourtant, voilà, ça fait partie des dimensions de cette personne et qui nous permettent aussi d'aborder d'autres sujets que la maladie, que le soin pendant qu'on prend soin de lui. On a un patient musicien actuellement à qui j'aime beaucoup poser des questions sur ce qu'a été son métier, sa vie, sa passion. Et voilà, ça habite le soin d'une autre manière qui nous permet de sortir un peu de ce cadre hospitalier, ce cadre du soin, ce cadre de la maladie et de la souffrance. Pour moi, oui, je réhumanise la personne en lui permettant d'être tout ce qu'il est.
Pas uniquement réduit à sa maladie, mais Oui. plus globalement dans tous les aspects de sa vie, de ce qu'il aime et de... C'est vraiment ça, ne pas réduire la personne à sa maladie et de voir toute la richesse qu'il est. Ouais. Et peut-être pour ça, est-ce qu'il faut qu'il soit déjà soulagé de la douleur? En soins palliatifs, c'est une chose qui est primordiale pour vous, le soulagement de la douleur? C'est vraiment au cœur de notre prise en charge. Un patient qui vient chez nous, donc parce qu'il est en soins palliatifs, donc il est dans une maladie qu'on ne peut plus guérir. Mais par contre, on va tout faire pour soulager tous les symptômes dont il va souffrir à cause de cette maladie. On va pouvoir stabiliser ces symptômes et soit on est vraiment en fin de vie, on va accompagner la personne jusqu'au bout, soit on est dans une phase d'équilibration de ces symptômes-là. Et voilà, si on a pu équilibrer tous ces symptômes, il va pouvoir même éventuellement rentrer à la maison ou être orienté vers une autre structure. Ça veut dire que c'est pas toujours des soins de toute fin de vie. Les soins palliatifs, ça peut être plus précoce en fait, plus tôt dans l'accompagnement. Mais il y a une phrase assez connue qui dit que les soins palliatifs, c'est tout ce qu'il reste à faire quand il n'y a plus rien à faire. Oui. Donc voilà, quand on ne peut plus guérir une maladie, on peut encore faire énormément pour soulager, pour accompagner la personne dans ce chemin-là. Et ça peut être pris très à l'avance. D'accord. Face à une maladie qui évolue et où on sent qu'on est dépassé, on va pouvoir se concentrer sur tous ces symptômes pour permettre à la personne de vivre au mieux ce temps qu'il a à vivre. Et donc il y a vraiment un enjeu à développer ces soins palliatifs de manière beaucoup plus précoce et même de manière beaucoup plus vaste. Je parlais de ce saucissonnage qu'on a dans la médecine aujourd'hui, où on réduit le patient à un aspect de sa maladie. Et en fait, dans tout service, on devrait plus développer cette vision globale de la personne. Voilà, on parle de culture palliative et avec mes collègues, on est convaincus que ça devrait être vraiment développé ailleurs. Pour cette vision globale et aussi pour cette gestion de la douleur, ce symptôme qui est vraiment au cœur de notre prise en charge. On voit à quel point, dans beaucoup de lieux, les médecins, les soignants sont démunis face à cette douleur. Ça demande une formation spécifique? Ça demande une formation de pouvoir connaître, maîtriser toutes ces molécules, tous ces médicaments permettant de soulager la douleur et de gérer leurs effets secondaires. On pense en premier lieu à la morphine qui est un mot qui fait peur, peut-être parce qu'on entend mort dans ce mot. Et pourtant, c'est une molécule dont on dispose pour vraiment soulager un grand nombre de douleurs, de souffrances, qui est certes accompagnée d'effets secondaires, donc on peut aussi maîtriser et accompagner. Et je trouve ça vraiment dommage, toutes ces personnes, tous ces patients qui souffrent de grandes douleurs, mais chez qui on n'ose pas utiliser toutes ces molécules, on n'ose pas augmenter les doses alors qu'il en a besoin. Et ça, je pense que c'est lié notamment à un manque de formation de beaucoup de médecins, beaucoup de soignants. Je pense notamment aux médecins, les médecins de ville, les médecins à domicile, qui peuvent être démunis face à ces molécules et aux peurs des effets secondaires qui peuvent y être associés. Bien sûr, ça demande un suivi particulier et que suivre ça à domicile, c'est compliqué. Oui, mais plus de présence, peut-être plus de surveillance. Voilà, et si on développe davantage ce qu'on appelle l'hospitalisation à domicile, donc vraiment des soins infirmiers plus techniques avec un suivi médical et une meilleure formation du médecin et de l'infirmière, il serait tout à fait possible de développer davantage tous ces traitements-là à domicile et peut-être éviter un certain nombre d'hospitalisations ou en tout cas éviter des douleurs qu'aujourd'hui on ne soulage pas assez dans bien des endroits. Et Sophie Druhen, je crois que vous avez déjà accompagné des patients qui ont la maladie de Charcot ou bien sclérose latérale amyotrophique.
Quelles sont les spécificités de cette maladie douloureuse? Tout à l'heure, j'ai dit qu'on accueillait des patients en fin de vie ou des patients qu'on ne peut pas guérir, mais chez qui on soulage les symptômes. On accueille aussi des patients atteints de maladies neurodégénératives, dont fait partie la maladie de Charcot, pour des séjours de répit. Parce que c'est des maladies qui peuvent être très longues dans le temps. Et donc, ça peut soulager une famille ou une institution d'accueillir cette personne chez nous pendant, en général, 3 semaines, souvent un peu plus. Voilà, j'ai été surprise par le récit de quelques patients qui, je pense à un en particulier, qui a même, un article a été publié dans un journal où il dit, j'avais demandé l'euthanasie, mais finalement, je paraphrase ces mots, mais j'ai retrouvé le goût de vivre. Et peut-être que c'est passé par tous ces soins qui lui ont été prodigués, lui permettant de retrouver sa dignité, parce qu'il mérite d'être vu comme une personne humaine avant tout, par une personne digne d'intérêt. Je pense à un patient en particulier avec qui le contact passe particulièrement bien et qui va vraiment être dans cette recherche de relations, qui va volontiers parler de la Corse. Et quand je me posais la question d'y passer mon voyage de noces, il m'a donné plein de conseils. Et puis après, il est revenu. Enfin, on l'a en plusieurs séjours. Et donc, son dernier séjour, il m'a demandé des nouvelles. Enfin, il avait retenu que j'allais me marier. Et puis, il m'a demandé des nouvelles de mon voyage, etc. Cette personne est un exemple vraiment de quelqu'un qui est dans la vie. Et pourtant, il ne peut plus bouger. Et on doit lui donner à manger. On fait vraiment tout pour lui. On le lève avec ce qu'on appelle un lève-personne pour le mettre au fauteuil. Il a cette dépendance totale et pourtant, il est dans cette vie, dans cette relation avant tout et relation qu'on lui redonne volontiers. Bien sûr, c'est très lourd à porter comme maladie. On peut bien comprendre toutes les personnes qui sont plutôt dans une désespérance. Cette désespérance-là, je pense qu'il y a... Vous êtes confronté à des personnes qui demandent de mourir? Oui, c'est ce qui est compréhensible dans des situations de grande souffrance. Donc cette souffrance, soit on trouve des moyens pour l'accompagner, pour la soulager. On a tous les traitements antalgiques ou pour gérer tous les autres symptômes d'inconfort. Et on a aussi, en soins palliatifs, un des enjeux est de développer tout le non médicamenteux. Plein d'aspects qui vont aider la personne autrement. Par exemple, on a nos paramédicaux qui apportent leur propre savoir-faire. On a kiné, psychologue bien sûr qui va soutenir les personnes à l'aspect psychique, psychomotricienne qui va permettre de gérer l'anxiété, de gérer des symptômes comme la douleur, la difficulté respiratoire, etc. Et puis on a des intervenants comme une art thérapeute qui va permettre d'ouvrir des possibilités à la personne à travers l'art. On a une musicothérapeute, en fait une violoncelliste professionnelle qui vient jouer pour les patients. Pour les quelques-uns près de qui elle vient, on voit les effets très positifs de la musique sur ces personnes. Et puis après, on a beaucoup de bénévoles qui sont présents et qui permettent un accompagnement gratuit et simplement une écoute, une disponibilité pour la personne. Et soit toute cette prise en charge permet de soulager, d'apaiser une souffrance, mais bien sûr, il y a des souffrances qui nous échappent, qui nous dépassent, surtout la souffrance morale, quand il y a une perte de sens, une perte de... un certain isolement social. C'est peut-être le plus difficile, cette souffrance morale. Parce que, en fait, là, on sort du domaine pur de la médecine. Ce n'est plus un problème médical, c'est un problème vraiment humain. Et c'est là qu'on nous demande aussi notre part vraiment d'humanité et que ça ne se traite pas à force de médicaments, ça ne se traite pas à force d'idées scientifiques. Je dis souvent que la médecine, avant d'être une science, est avant tout un art parce que on est appelé à gérer aussi des
des aspects qui ne sont pas de l'ordre médical pur. Et vous, Sophie, comment est-ce que vous le gérez, d'être présent devant cette souffrance morale parfois très, très grande? Eh bien, c'est déstabilisant, on se sent vraiment démuni. Et voilà, justement, face à ces souffrances qu'on ne peut apaiser, qu'on ne peut totalement soulager, c'est très dur. Ça nous renvoie aussi à quelque chose de personnel, et puis ça nous renvoie à nos limites. Et en fait, dans ces cas-là, je me dis, c'est aussi notre humanité qui se manifeste. Parce que dans ces cas-là, on a surtout à être là. On ne peut pas forcément agir, mais par contre, être auprès de la personne qui souffre, ce sera toujours une réponse. Et je pense que ce non-abandon, cette présence à tout prix, est ce qu'on peut offrir de mieux. Et je trouve que l'humanité, notre humanité vraiment se manifeste autant pour la personne qui est toujours regardée comme un être humain que pour nous soignants qui sommes amenés à être confrontés à nos limites, mais quel humain. Dans un lâcher-prise. Ouais. Un lâcher-prise, grand enjeu en fin de vie. Parce que, oui. Non, je me disais, quel conseil vous donneriez, vous qui accompagnez tant de personnes et de familles à la fin de la vie d'un de leurs proches, quel conseil vous donneriez pour les derniers instants? Quel conseil aux patients et quel conseil aux familles? Déjà, évitons de parler de conseils parce que on peut pas reproduire un schéma sur toute personne. Enfin, chaque histoire étant tellement unique, on ne peut jamais avoir des généralités. Par contre, une réflexion que je me suis faite, c'est que un certain lâcher-prise est souvent, voire tout le temps nécessaire. Et ça, chez chaque personne, déjà chez la personne malade en fin de vie, on sent qu'elle a besoin d'un certain lâcher-prise pour se permettre de mourir. Cette invitation à ne plus être dans la maîtrise pour être dans un certain accueil de ce qu'il a encore à vivre, et puis d'accepter de laisser la fin venir. C'est assez marquant, ces personnes qui à un moment acceptent de lâcher prise et qui finalement meurent assez rapidement alors qu'elles tenaient, on ne savait pas à quoi. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous partager votre plus beau souvenir? Je ne sais pas si c'est le plus beau parce que j'ai beaucoup de situations que je considère comme des perles vraiment dans mon métier. Je repense à cette patiente chez qui on faisait sa toilette au lit chaque jour. Cette patiente ne pouvait plus se lever. Et donc, dans ces cas-là, on passe le gant de toilette sur tout son corps, on la lave, on prend soin d'elle. Mais elle rêvait d'une douche. Et alors, au moment où l'eau a coulé sur son corps, cette patiente a eu un tel sentiment de bien-être en gros, elle m'a dit, vous pouvez cocher ça dans la case « J'ai réussi ma vie », tellement vous m'avez donné ce moment de bien-être intense et jamais j'aurais imaginé avoir un tel moment de bien-être dans ma vie. Et puis, une autre phrase de remerciement d'une autre patiente, mais un peu dans ce même cadre, qui m'a dit « Mais vous pourrez remercier vos parents de vous avoir mis au monde ». On n'a qu'à recevoir ce genre de phrases de reconnaissance qui sont de véritables cadeaux. Et ces moments-là, ces moments perles que je viens de raconter, permettent de redonner sens à ce qu'on fait et redonner confiance aussi à notre posture de soignant. Redonner le courage de continuer malgré les fois où ça se passe moins bien. Mais de se rappeler qu'il y a des patients à qui on a donné de tels moments de bien-être que ça justifie toutes les peines par ailleurs. Sophie Druhen, merci vraiment d'être ce que vous êtes auprès des patients en toute fin de vie et aussi pour leurs proches. Et merci aussi de l'avoir partagé avec nous ce soir avec simplicité et en même temps de nous révéler autant de moments précieux. Je vous en prie, merci de m'avoir permis de le faire.
Ainsi se termine notre première séquence, Un monde à consoler.